Et salut amis bidouilleuses et bidouilleurs. J'inverse un petit peu l'histoire de changer. En 2018, d'après le réseau de transport d'électricité, ou RTE, la France a consommé 474 TWh d'électricité. 474 TWh. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est à peu près la consommation d'un pays comme la France. Je sais pas si je l'ai déjà faite, cette blague. On peut répartir cette consommation de plusieurs manières. RTE dissocie différents secteurs, comme la grande industrie ou les PME-PMI, et le résidentiel. Le résidentiel, c'est ce qui nous intéresse. Il représente 35,7% de la consommation nationale, soit environ 169 TWh. D'après le Centre d'études et de recherche économique sur l'énergie, on a 33,4 millions de logements, dont 27,8 millions de résidences principales, 3,2 millions de résidences secondaires et 2,4 millions de logements vacants. On ne va pas compter les logements vacants puisqu'ils sont vides, donc il n'y a pas de consommation. Ça nous donne environ 31 millions de logements. Ce qui nous fait une moyenne de 5 451 612 Wh de consommation par logement, ou 5451 kWh, ou 5,45 MWh. 5,45 MWh. Pour vous donner une idée, c'est environ la consommation électrique d'un logement en France. C'est du comique de répétition, je fais ce que je peux. Ça fait environ 1,4 secondes de réacteur nucléaire. Vous prenez une unité de production nucléaire, par exemple une du Tricastin. En 1,4 secondes, elle produit autant que ce qu'un logement moyen sur une année consomme en électricité. Autant vous dire que ça dépote légèrement. Alors ce que je vous dis là, c'est théorique, parce qu'on peut pas stocker facilement de l'énergie électrique. Parce qu'en vrai, tout le monde consomme en même temps, ce qui fait des pics de consommation énergétique. On parlera pas de ces pics dans cette vidéo, mais de la consommation à l'année de ce qu'il y a dans un foyer. Les pics de production énergétique, ça sera peut-être pour une autre fois. On va commencer par voir quels sont les postes de dépenses dans un logement. On va parler de consommation moyenne sur une année. On commence par les petits appareils, téléphone, tablette, chargeur d'hiver, outils électroportatifs, tout ça ne représente qu'une dizaine de kilowattheures par an. Ensuite, on va trouver l'éclairage de la maison. Si vous utilisez des ampoules économiques, ça ne représente environ que 100 kWh par an. En revanche, si vous avez encore des halogènes ou des ampoules à filament classiques, on va plus taper dans les 300-400 kWh, surtout avec l'halogène. L'ordinateur, c'est environ 130 kWh. Le four, 150 kWh. Le lave-linge, 160 kWh. La box qui est allumée en permanence pompe quant à elle environ 180 kWh, le lave-vaisselle à 200 kWh, les plaques électriques pour 210 kWh, la télé pour 260 kWh, le réfrigérateur à 270 kWh, le congélateur à 340 kWh, et enfin le sèche-linge à 380 kWh. Ce classement sert surtout à se donner une idée. Si vous passez votre vie sur PUBG, ou pire, si vous minez je ne sais quelle crypto-monnaie qui ne s'est pas encore cassé la gueule, la place de l'ordinateur sera forcément plus proche du sommet. Et déjà avec ce classement, on peut remarquer plusieurs choses intéressantes. Déjà, l'éclairage peut être bien bas en consommation si on utilise des ampoules à basse consommation, parce qu'avec l'ancien éclairage, ça devient un des plus gros postes de consommation. L'autre truc qu'on peut remarquer, c'est qu'un objet qui consomme pas beaucoup, comme une box, peut être quand même assez haut dans le classement, parce qu'elle est allumée tout le temps. Ça, c'est un truc où on fait pas gaffe, Perso, j'ai 2 disques durs réseau, ça représente à peu près 400 kWh s'ils sont allumés en permanence. Faites aussi attention avec les PC de récup pour en faire des serveurs, c'est pas forcément une bonne idée. Si le bousin consomme 60 watts, c'est 500 kWh par an d'électricité. Au tarif bleu, ça nous fait à peu près 65 €. Si vous prenez un Raspberry Pi ou un NAS avec une fonction veille, en 2 ou 3 ans de fonctionnement, c'est remboursé. Et en plus, ça consomme moins. Le dernier élément qu'on peut tirer de cette liste, c'est que ceux qui consomment le plus, c'est les appareils thermiques. Tout ce qui concerne la chaleur, en fait. Si vous avez vu mes vidéos sur la thermodynamique, vous savez qu'il ne faut pas confondre chaleur et température. La chaleur, c'est une quantité d'énergie thermique. Ça peut aussi bien concerner la production de chaud, comme une plaque électrique, ou la production de froid, comme un frigo. En fait, c'est simple, dès qu'un appareil produit du chaud ou du froid, il est en tête de liste. Ou alors c'est qu'il produit très peu. Pour se rendre compte, il suffit de regarder les fiches techniques au dos des appareils. Une PS4 en jeu, c'est à peu près 130 watts de consommation. Un sèche-cheveux en fonctionnement, c'est plus de 1000 watts. Et si le sèche-cheveux n'est pas sur la liste, c'est simplement parce qu'on l'utilise que quelques minutes par jour maximum. Le réfrigérateur, en revanche, consomme qu'entre 100 et 200 watts, mais il tourne toute l'année en alternance en fonction de son isolation et de la température extérieure. Et si on regarde bien, il n'a pas besoin d'extraire beaucoup d'énergie, juste un petit volume qui doit baisser de quelques dizaines de degrés. On en reparlera en détail quand on verra les cycles pour faire du froid dans la série sur les machines thermiques. Faire du chaud ou du froid, c'est les gros postes de dépenses énergétiques. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas parlé de tous les appareils de la maison. En fait, à l'exception du four et de la plaque de cuisson qu'on va mettre à part, la liste que j'ai faite représente ce qu'on appelle les usages spécifiques.
On dit spécifiques car c'est des appareils qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Et d'après l'ADEME, basé sur des chiffres de 2012, ces consommations spécifiques représentent environ 20% de la consommation totale du logement. C'est-à-dire pas grand-chose quoi. La cuisson, qui peut être à l'électricité, au gaz ou au bois, représente 7%. L'eau chaude, qui peut être produite par bois, gaz, fuel, électricité ou autre, représente 12%. Et enfin, le big boss de la consommation, qui met tout le monde d'accord, c'est le chauffage, avec plus de 61% de la consommation du logement moyen. Autrement dit, si vous voulez faire des économies d'énergie et que vous voulez participer à baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut isoler les logements et baisser le chauffage. Mais bon, ça c'est pas un scoop, hein. Bon, voyons ça plus en détail. Déjà, tout dépend si votre bicoque est vieille ou pas, parce que les normes techniques de fabrication se sont améliorées avec le temps. Comme on le voit ici, un logement construit en 1999 ou après mange moins de kilowattheures qu'un logement d'avant 1975. Le jaune représente le chauffage, c'est l'élément qui varie le plus. Le bleu représente l'eau chaude, le rouge la cuisson et le violet les usages spécifiques. Mais c'est pas tout, parce que là on parle que des maisons. Voici les mêmes statistiques pour des immeubles collectifs. La consommation énergétique d'une maison individuelle est supérieure à la consommation d'un appartement. Et la différence n'est pas négligeable, comme vous pouvez le constater. Alors ça s'explique de plusieurs manières, hein. Le fait que la surface du logement est plus grande dans une maison qu'en appartement, que le nombre de personnes peut être plus important dans une maison, etc. Mais ça s'explique aussi par un truc tout con. C'est qu'une maison expose une surface bien plus importante à l'extérieur qu'un appartement, ce qui rend ce dernier plus simple à chauffer. Et ça, je pense qu'on va l'entendre de plus en plus à mesure que le réchauffement climatique va s'accentuer. Quelle place donner à la maison individuelle? Je le dis avant que la machine qui fait dire des choses qu'on n'a pas dites s'enclenche dans les commentaires, je suis le premier à vouloir une maison avec un jardin. Je dis juste qu'en ayant connaissance de ces chiffres, je pense que c'est un débat qui a une bonne chance et surtout de bonnes raisons d'arriver. J'ai déjà vu des solutions intéressantes sur le sujet qui ne se limitent pas qu'à imaginer des scénarios de surconcentration de la population. En fait, il y a plein d'intermédiaires possibles et de manières d'envisager la chose. On va pas en parler ici, je pointe simplement ces éléments qui sont, à mon sens, important à connaître. Bon, on revient à la consommation de nos habitations. Tout pris en compte, la consommation d'énergie des foyers dans l'ensemble du pays, c'est à peu près 402 TWh. L'électricité, environ 31%, on peut décomposer cette électricité en deux, le chauffage électrique, qui représente 39% de la consommation électrique, et le reste, eau chaude, cuisson et spécifique, pour 61% de la consommation électrique. 31% pour le gaz, 15% pour le fuel, 15% pour le bois, et ensuite on a le reste. Le charbon est à 0,4%, ce qui est une très bonne nouvelle. Et enfin, on arrive à l'intérêt de cette vidéo, au clou du spectacle, ce à quoi je voulais absolument vous en parler, le foyer moyen. C'est pas génial? Quand on prend tous les types d'énergie, le foyer principal moyen consomme 16 565 kWh par an. Il fait 82 mètres carrés, il contient 2,2 habitants, il est dans une commune moyenne de 1700 habitants, avec des gens qui ont des usages moyens, genre 3h47 de télé par jour, une vie moyenne pour faire des trucs moyens. C'est génial! Bon, ce foyer moyen est utile pour se donner une idée de la consommation de certains éléments. Pour que cette comparaison ait un sens, il faut supposer que le foyer ait la consommation moyenne de 16 565 kWh par an et qui fonctionne au tout électrique, chauffage, cuisson, etc. Sinon, il faudrait prendre en compte les rendements de conversion d'électricité du gaz ou du bois, etc. Bref, ça serait trop compliqué. Et pour vous donner un exemple, un truc assez rigolo à comparer est l'affichage publicitaire vidéo dans l'espace public. Par exemple, c'est la consommation à l'année de 3 mètres carrés d'affichage LED sur une façade. Un petit panneau de 10 mètres carrés consomme donc autant que 3 foyers moyens. Les fameux panneaux publicitaires vidéo qui ont envahi le métro sont aussi pas mal énergivores. Il en faut un peu plus de 3 pour consommer l'équivalent d'un foyer moyen. J'ai pris comme base 20 heures de fonctionnement par jour, ce qui correspond aux horaires du métro. Ça donne une petite idée de la consommation de ces équipements et qu'on vit aussi dans un monde de merde. La consommation moyenne nous sert aussi à voir l'évolution de la consommation énergétique des ménages. Une bonne nouvelle, c'est la consommation de chauffage par mètre carré qui baisse grâce à l'amélioration de l'isolation des systèmes de chauffe. Elle a été divisée par plus de 2 entre 1973 et maintenant. La mauvaise nouvelle, c'est que la consommation des usages spécifiques, donc ceux qu'il y a dans le classement qu'on a vu au début de la vidéo, et qui est fortement électrique, a elle été multipliée par plus de 2 entre 73 et maintenant. Bon, rien d'étonnant, on a beaucoup plus d'appareils dans la maison qu'en 1973. Mais on a vu que le chauffage domine pour beaucoup la consommation globale, au point de refiler le second rôle aux appareils électriques. Donc, globalement, la consommation moyenne par mètre carré par an est tombée
passé de 352 kWh en 73 à 168 kWh actuellement. Aujourd'hui, 1 mètre carré d'habitation occupée représente en moyenne 186 kWh de consommation à l'année, toute énergie confondue, alors qu'avant c'était 352 kWh. Mais avant de sortir le champagne, il faut regarder la croissance de la population, parce qu'aujourd'hui on est plus nombreux, et la croissance du nombre de mètres carrés par personne, parce qu'aujourd'hui, on occupe des espaces qui sont plus grands, ce qui fait qu'on est plus efficace, mais au final, on consomme plus. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'avait pas cette efficacité énergétique qui s'est améliorée, ça serait une catastrophe. Bon, voilà en gros ce que nous consommons dans nos foyers. Bien sûr, chaque foyer a ses variations en fonction de ses spécificités. J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer quels sont les postes de consommation les plus importants, et ce sur quoi il faut nous concentrer pour réduire notre consommation. Et puis on a quand même découvert le foyer moyen, hein, ça c'est pas rien. Hein. En revanche, j'ai pas donné de chiffres sur la climatisation, tout simplement parce qu'ils étaient pas sur les rapports. Mais la clim, même si RTE estime qu'elle va vraiment augmenter dans le futur, ne représente pas non plus énormément de consommation énergétique par rapport au chauffage. Un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est les appareils en veille, est-ce que ça consomme beaucoup ou pas, et j'ai pas parlé des pics de consommation énergétique, peut-être que ça ira avec les appareils en veille, parce que je vais préparer une vidéo dessus. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, j'ai ouvert un Tipeee et un Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Je remercie au passage chaleureusement ceux qui m'ont déjà soutenu et qui m'ont envoyé des petits messages. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Vous avez été nombreux à voir le vlog, vous avez été, globalement, l'accueil a été plutôt très bon. Donc vraiment, merci, ça fait vraiment plaisir. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, amis bidouilleuses et bidouilleurs.